Nous avons le plaisir d'accueillir le professeur François Delahaye, dont la compétence dans le domaine de l'endocardite infectieuse ne se discute plus. Et j'aurais souhaité, à l'occasion de cette venue, que nous discutions un peu du problème de la réduction de l'antibioprophylaxie et des conséquences éventuelles, à la lumière des données qui ont été communiquées il y a un peu plus d'un an et publiées récemment, sur l'expérience anglaise. Avec un peu de recul maintenant, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut peut-être rappeler un peu l'histoire. Alors, l'histoire, il y a une réduction importante des indications d'antibioprophylaxie partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, et ça date de 2007-2009. NICE, en Angleterre, en 2008, prend l'attitude extrémiste d'enlever toute antibioprophylaxie. Mais donc, y compris aux États-Unis et en Europe, on pourrait assister à une augmentation des endocardite infectieuses. Alors, il y a une étude qui est très perturbante, qui est une étude qui est faite en Angleterre, où on constate une diminution de l'antibioprophylaxie de 80%. Donc, c'est incontestable qu'il y a une diminution. Il n'y a plus aucune indication d'antibioprophylaxie en Angleterre. Et dans le même temps, dans l'étude qu'ils ont faite et qu'ils ont publiée en 2015, il y a une augmentation du nombre d'endocardite infectieuses au fil du temps aux États-Unis, en France, en Europe, en Angleterre, mais il y a une augmentation de la pente d'augmentation. Et donc ça suggérerait, il n'y a pas de cause, il n'y a pas de relation de causalité démontrée, mais cela pourrait suggérer que, en ayant diminué l'antibioprophylaxie, il y a plus d'endocardite infectieuse. En même temps, il y a une seule étude, et donc il faut continuer d'observer. Et on ne peut pas aujourd'hui dire que NICE a une attitude, enfin on n'a pas démontré que l'attitude de NICE avait été trop extrémiste. Ce n'est pas démontré. Il faut être prudent. Quand on dit augmentation de la pente, c'est augmentation de la pente représentative de l'incidence annuelle. Voilà, c'est-à-dire que l'endocardite infectieuse augmente au fil du temps, mais là elle augmente plus vite. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Sur ce, est-ce que c'est dû à la baisse de l'antibioprophylaxie? Il y a des critiques méthodologiques, on n'est pas sûr. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail de la méthodologie. On aura tous compris qu'effectivement, ça peut se discuter, ça peut se critiquer. Par contre, quels sont les enseignements qu'on peut en tirer pour faire autrement, pour faire la même chose, continuer sur la lancée? Quelle est votre attitude finalement en tant que spécialiste de la question? Moi, très clairement, je suis les recommandations européennes. Les recommandations américaines, c'est les mêmes. On continue de faire une antibioprophylaxie uniquement en cas de soins dentaires chez les patients à très haut risque, donc ceux qui sont porteurs de prothèses valvulaires, ceux qui ont un antécédent d'endocardite infectieuse et les cardiopathies congénitales cyanogènes. Donc, peut-être que NICE avait raison d'aller jusqu'au bout. Moi, j'ai l'impression que l'attitude de bon sens qui a été prise par les Américains, les Européens et donc les Français, eh bien, elle reste valable. Voilà. Est-ce qu'on attend d'autres données épidémiologiques, que ce soit de France, des États-Unis, voire d'Angleterre, sur ce sujet pour essayer d'y voir plus clair? Alors les Anglais, ils avaient déjà fait l'étude en 2011. Et en 2011, ils n'avaient pas observé d'augmentation de la pente. Donc ils ont recommencé en 2015. Aux États-Unis, il y a une équipe qui regarde régulièrement. En France, on avait regardé nos études 99-2008. Mais en France, je ne crois pas qu'on aura des données. Tout ça, ça repose sur le PMSI, sur les bases médico-administratives. Donc c'est très discutable en termes de méthodologie, enfin en termes de fiabilité des résultats. On peut faire confiance aux Américains sur le fait qu'ils vont continuer de regarder. Voilà. Je crois que c'est probablement de eux que viendra la réponse. En France, je ne crois pas qu'on aura une réponse dans les prochaines années. Voilà. Et même pas de pays où les registres ont une fiabilité au-dessus de la nôtre, Suède par exemple? Alors la Suède, figure-toi qu'ils ont pris la même attitude que NICE anglais. C'est le deuxième pays au monde où il n'y a plus de prophylaxie du tout. Alors les Suédois, pour l'instant, n'ont pas publié sur le sujet. Mais effectivement, tu as raison, la Suède peut nous apporter des informations importantes puisqu'ils sont très très bons dans le domaine des registres et de l'enregistrement systématique. Et nous ne nous étions pas concertés. Non, mais tout à fait. La Suède, enfin pour l'instant, ils n'ont pas publié. Bon. Et en pratique, quand on dit soins dentaires, ça veut dire, on peut peut-être le rappeler, que coloscopie, toute procédure, non. Tout ça, c'est non. Alors très clairement, c'est non. C'est non et chez tout le monde, y compris chez le porteur de prothèses valvulaires. Et puis les soins dentaires, ce que rappellent tous ces textes de recommandation, et en particulier NICE, c'est qu'il y a les soins dentaires par un dentiste, mais ce qui est le plus important, c'est l'hygiène dentaire et cutanée et l'hygiène générale tous les jours. Donc c'est ça le plus important.
Est-ce que les soins dentaires parodontistes, ça va jusqu'aux extractions à très grande échelle, comme on a connu, ou on continue toujours pareil? Les stomatos font moins qu'autrefois. Tu as connu comme moi l'époque où on enlevait toutes les dents de quelqu'un qui avait une endocardiite infectieuse. Non, non, non. Aujourd'hui, on repère les dents qui sont infectées ou qui peuvent être une porte d'entrée et on n'enlève que celle-là. Ah non, heureusement. Parce que les patients voulaient plus se faire opérer uniquement à cause des dents. Tout à fait. Non, Le non, revers de la médaille. ça a heureusement bien changé. Alors en plus, tu sais qu'on n'a rien, on n'a jamais vraiment prouvé, ça n'a jamais été vraiment étudié. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le domaine de l'endocardite infectieuse récemment qui ont évolué? Est-ce qu'on voit toujours... on a l'impression qu'on n'a pas de grandes études, on a l'impression qu'on évolue par des cas cliniques. Un cas d'endocardite à ceci, à cela. Est-ce qu'il y a des choses dont on ne parle pas beaucoup et qui mériteraient d'être rappelées? Si, malgré tout. Donc, il y a eu et les recommandations américaines et les recommandations européennes en septembre 2015. Les deux textes sont relativement voisins. Ça n'a pas fondamentalement changé en termes d'indications chirurgicales, c'est à peu près les mêmes qu'avant. Par contre, si les Américains et les Européens ont refait des textes de recommandation, c'est à cause de l'antibiothérapie. Donc l'antibiothérapie, elle a beaucoup... On est dans le traitement, hein, l'antibiothérapie dans l'endocardite infectieuse, ça a beaucoup bougé. Il y a des nouveaux antibiotiques, en particulier la daptomycine, il y a des régimes antibiotiques. Non, ça a vraiment beaucoup changé et probablement dans le bon sens. Que les antibiotiques aient changé, est-ce que ce sont les germes qui ont changé? Alors l'épidémiologie de l'endocardite infectieuse, elle change au fil du temps. On a moins de streptocoques et on a plus de staphylocoques. Tout ça à cause des endocardites infectieuses nosocomiales. Donc effectivement, et ça pose gros problème parce qu'il y a beaucoup de micro-organismes qui sont résistants, il y a beaucoup d'antibiotiques qui ne marchent plus. Donc c'est un vrai souci. Est-ce que quand on dit beaucoup de staphylocoques, on ne revient pas au problème de la prophylaxie, des procédures qui traditionnellement véhiculent ce genre de bestioles? Non, parce que les prophylaxies pour les gestes génito-urinaires et digestifs, c'était pas contre le staphylocoque. Donc non, je crois pas. On sait d'où il vient ce staphylocoque? La grande porte d'entrée du staphylocoque, c'est la peau. Enfin, c'est la peau, les lésions cutanées, donc c'est le toxicomane par voie intraveineuse, c'est tous les cathéters. Si je pose la question, c'est parce que je relance sur la prophylaxie. Est-ce qu'il y a moyen d'intervenir ou est-ce que c'est sans espoir? Une vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faudrait instituer une prophylaxie anti-staphylococcique? Ça supposerait de repérer bien les gestes qui vont exposer à une possibilité d'entrée des staphylocoques. Là, tu vas un peu loin. Je vais un peu loin exprès pour être provocateur. Écoute, ce qu'on constaterait, c'est que l'incidence des endocardite infectieuse change. La répartition des micro-organismes change. Et donc, on a plus aujourd'hui des staphylocoques par rapport à autrefois. Est-ce qu'il faudra modifier les règles de prophylaxie? Peut-être. Mais je ne crois pas qu'on en soit là. Je ne suis pas sûr qu'on a les moyens de faire ça pour l'instant. D'accord, ça valait le coup de poser la question. Et un mot de conclusion peut-être? Que te dire en conclusion? Si on parle de l'antibioprophylaxie, en cas de soins dentaires, il faut absolument continuer de surveiller ce qui se passe en termes d'incidence de l'endocardite infectieuse dans nos pays. Parce que c'est vraiment trop important. On n'a pas le droit de priver les patients de la possibilité d'une prophylaxie qui leur éviterait d'avoir une endocardite infectieuse, parce que c'est une maladie qui est vraiment trop grave. Donc oui. Donc on est bien d'accord, c'est des petits moyens qui ne coûtent pas cher, qui peuvent rapporter gros. Donc on doit continuer de surveiller l'épidémiologie de l'endocardite infectieuse. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci Jean-Louis.